Bonjour à tous. Dans ce module 10, il est question des deux impôts qui rapportent le plus d'argent à l'État, à savoir un impôt indirect, la TVA, et un impôt direct, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Comme la saga est absolument limpide sur un sujet au demeurant assez technique, ne vous privez pas d'aller regarder le film lui-même et essayons d'être aussi clairs dans cette mise à jour. Alors, commençons par l'impôt sur le revenu, un impôt direct qui touche les ménages, et continuons par un impôt indirect, la TVA, qui touche tout le monde. L'impôt sur le revenu est calculé à partir d'un barème qui change chaque année et qui, en 2024, faisait que le taux n'était pas le même, tranche de revenu par tranche de revenu, jusqu'à 11 000 euros par an, 0%. À partir de 11 295, c'est très précis, et jusqu'à 28 797 euros par an, 11%. À partir de 28 798, 30%, etc., etc., 41%, 45%. C'est un barème progressif qui, à la marge, à chaque tranche supplémentaire, impose de plus en plus lourdement les revenus, ce qui conduit à faire payer plus les riches et à faire payer moins les pauvres, qui sont peut-être même carrément en dessous de la barre des 11 000 euros et qui auront zéro d'impôt. Pas mal de gens n'ont pas d'impôt sur le revenu à payer. On va prendre un célibataire, puis un couple sans enfant, puis un couple avec enfant. Le célibataire a un revenu net imposable de 30 000 euros. Comme il est célibataire, ça lui fait une part, donc 30 000 divisé par une part, ça fait 30 000 avec le quotient familial. Vu le barème précédent, on s'aperçoit que jusqu'à 11 294 euros, on paye 0%, ça fait 0 euros. Entre 28 797 et 11 295, c'est 11% de cette tranche-là. Donc ça fait 1 925 euros. Et comme notre célibataire s'arrête à 30 000, 30 000 moins, il n'est pas loin de ce seuil, 28 798, multiplié par 30%, ça fait 360 euros de plus. Donc 0 plus 1925 plus 360 égale 2286 euros dus par part. Mais comme lui, il est tout seul, ou elle, eh bien, c'est directement l'impôt qui est dû. Il a une part, la part doit 2286, ça fait 2286 d'impôt. Alors, on voit que vu son revenu, il a quand même frôlé la tranche de 30%, puisque quand on dépasse 28 000 et jusqu'à 30 000, il était dans cette tranche-là. Mais c'est bien entendu pas du tout son taux d'imposition globale. C'est la tranche, et encore, elle est petite chez lui, la plus élevée pour son revenu à lui ou à elle. Mais son impôt final, finalement, si on divise 2286 par les 30 000 de revenus qu'il a, ça fait du 7,6% d'impôt sur le revenu. Je vous rassure, il va payer par ailleurs ou elle de la TVA et des tas d'autres impôts, mais pour son impôt sur le revenu, c'est 7,6 par rapport à son revenu. Prenons cette fois un couple marié ou pacsé sans enfant. 60 000 euros, c'est le double du précédent, mais ils sont deux. Donc chacun, en gros, a ramené en moyenne 30 000. Donc précisément, le quotient familial, c'est 60 000 divisé par deux parts égale 30 000. Par conséquent, comme le quotient familial est 30 000, ça fait exactement le même calcul que tout à l'heure avec le barème, 0%, puis 11%, puis 30%, et on retrouve le résultat de 2286 par part. Sauf que là, ce n'est pas un célibataire qui doit ça, c'est deux personnes, donc il y a deux parts, donc il faut remultiplier par deux, et l'impôt dû par ce couple, il est de 2286 multiplié par 2 égale 4572, ce qui finalement est assez logique. Chacun isolément avait 30 000 et donc à eux deux, ils ont 60 000 et ils payent le double du célibataire quelque part. Ce qui fait qu'à nouveau, on retrouve un poids sur leur revenu à deux qui est de 16,6% comme tout à l'heure.
Alors, les choses vont changer quand on veut passer à un couple marié ou pacsé avec 2 enfants et qui a le même revenu que le précédent, 60 000. Parce qu'il faut savoir que chaque enfant donne une demi-part. Donc, chaque adulte une part, plus 2 enfants qui comptent pour une demi-part, ça fait 3 parts au total. Donc 60 000 est cette fois divisé non pas par 2 pour le couple sans enfants, mais par 3 pour le couple avec 2 enfants. Donc 60 000 divisé par 3, ça fait 20 000. Et donc là, le coefficient familial de 20 000 fait que première tranche à 0% jusqu'à 11 000, d'accord, mais entre 20 000 et 11 000, c'est taxé à 11% et ça fera 957 euros. Et là, vous avez bien remarqué qu'on n'atteint pas la tranche de 30 000, donc on s'arrête là et chaque part dans ce couple avec enfant doit 957. Donc il faut remultiplier par 3 parts et 3 fois 957 égale 2872 d'impôt sur le revenu pour ce ménage. Voilà, ils ont atteint la tranche marginale de 11%, mais pas celle de 30%. Et bien entendu, 11% n'est pas leur taux global d'imposition. Leur taux global d'imposition, c'est les 2872 divisé par les 60 000, ça fait du 4,8%, moins que les cas précédents. Alors pour finir, il faut comparer ce couple avec enfants avec le couple sans enfants. Et on s'aperçoit que le couple marié sans enfants avait 4 500 d'impôts, là où celui qui a 2 enfants n'a plus que 2 800 d'impôts. Il y a quelque part un avantage fiscal dû aux enfants qui est très facile à calculer. C'est ce que paye le couple sans enfants par rapport à ce que paye le couple avec enfants. Ça fait un écart de 1 699 euros. L'avantage fiscal dû aux enfants. Alors, comme les fiscalistes de l'État ont beaucoup d'imagination, ici, on n'atteint pas le plafond, donc tout est maintenu en l'état, et c'est bien ce que paieront les couples respectifs de nos exemples. Mais si jamais le couple, grâce à son avantage fiscal, dépassait un certain plafond dû aux enfants, il y aurait un plafonnement. Et donc, si on prenait un couple marié de 2 enfants, mais cette fois avec 90 000 de revenus, donc plus qu'avant, eh bien là, il y aurait un écart trop grand et on ne laisserait pas tout l'avantage fiscal dû aux enfants, au couple qui a des revenus élevés. On ne veut pas que des gens riches avec famille nombreuse, finalement, échappent à l'impôt à cause du nombre d'enfants. Euh, alors, je vous rassure, pour clôturer cette démonstration qui est limpide dans la saga, regardez la saga pour refaire les calculs. Maintenant, l'administration met sur Internet des simulateurs. Elle-même, l'administration, elle vous met les barèmes qui changent chaque année, 0%, 11%, 30%, etc. De la même façon qu'elle vous met le plafond de quotient familial si, avec les enfants, vous avez trop d'avantages fiscaux. Et vous, vous n'avez plus qu'à mettre votre revenu et votre situation familiale. Et tous ces calculs sont bien sûr effectués en quelques microsecondes. Encore faut-il savoir comment ils ont été effectués, ce que la saga vous donne ou qui a été redonné ici. Alors, l'acteur qui anime la saga disait TVA, taxe, on sait bien ce que c'est, mais valeur ajoutée, c'est quoi? Alors, on sait déjà un peu, puisqu'on a vu le module sur l'entreprise où on se souvient de la valeur ajoutée d'une entreprise. Reprenons l'exemple numérique de la saga, exactement le même, mais prenons-le plutôt de la fin au début. Et donc, on va partir du boulanger pour remonter au meunier, pour remonter à l'agriculteur. Alors, dans la saga, le boulanger facture pour 750 de pain, mais le meunier lui avait facturé pour 500 de farine, avec lequel il a fait du pain, et l'agriculteur lui avait facturé au meunier pour 300 de blé, avec lequel il a fait sa farine. Au passage, il ne faut surtout pas additionner les chiffres d'affaires de ces trois opérateurs. Parce que si on additionne les 750 du boulanger, plus les 500 du meunier, plus les 300 de l'agriculteur, comme chaque chiffre inclut les chiffres d'affaires des précédents, on compte plusieurs fois la même chose et ça ne veut rien dire d'additionner des chiffres d'affaires comme ça. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est de s'intéresser aux valeurs ajoutées. Et on avait vu dans le module sur l'entreprise que la valeur ajoutée du boulanger, bah, c'est son chiffre d'affaires de 750 moins ses consommations intermédiaires, à savoir la farine du meunier de 500. Donc, il a 250 de valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires du meunier étant de 500, mais et comme il a acheté le blé 300, sa valeur ajoutée est de 200.
Et en revanche, l'agriculteur qui part de zéro, lui, bah, son chiffre d'affaires de 300, c'est sa valeur ajoutée de 300. Donc, on a donc bien une séquence de 500, 200 et 300 de valeur ajoutée. Et là, on peut tout à fait additionner les trois pour dire la valeur ajoutée du boulanger, 250, plus celle du meunier 200, plus celle du agriculteur 300, égale 750. La richesse créée dans l'économie est la somme des valeurs ajoutées. C'est ce qu'on appelle le fameux produit intérieur brut, la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises en une année. Et c'est ça que l'État va taxer, les valeurs ajoutées successives, et en s'attachant à les prendre étape par étape, ces valeurs ajoutées, pour pouvoir prélever sa taxe. Alors, le principe est assez simple, mais la mise en œuvre est plus délicate à suivre. Imaginons que le taux de TVA serait de 10%. En fait, il varie suivant les produits. Il y a des produits de première nécessité qui sont moins lourdement taxés, d'autres plus rares, plus luxe, qui sont plus lourdement taxés, puisqu'après, tout le monde paye la TVA. On fait attention en modulant le taux. Mais imaginons un taux de 10%. Le principe est très simple. Puisque le boulanger a 250 de valeur ajoutée, bah, ça fait une taxe de 25, 10% de 250. Puisque le meunier a une valeur ajoutée de 200, bah, ça fera une TVA de 20, 10% de 200. Et puisque l'agriculteur avait une valeur ajoutée de 300, il faudra prélever 30, c'est-à-dire 10% des 300. Donc l'État s'attend à prélever 25 plus 30 plus 20 égale 75, et on retrouve bien 10% des 750 de valeur ajoutée totale. Donc le principe est très simple. Mais comme c'est chaque opérateur qui va être chargé par l'État de jouer au collecteur d'impôts et de récupérer pour le boulanger les 25, pour le meunier les 20 et pour l'agriculteur les 30, mais que tout ça est en fait subi par le consommateur final, ça crée quand même un dispositif un petit peu subtil à suivre. En effet, que se passe-t-il? Repartons de l'agriculteur. Il avait créé pour 300 de richesse et l'État attend qu'il lui collecte 30 euros d'impôts, 30 euros ou autre chose. Donc lui, il va facturer 330 en fait au suivant qui est le meunier. Le meunier repartant des 330 crée une valeur ajoutée toujours la même de 200, mais collecte pour l'État 20, 10% des 200. Donc il va facturer au suivant, à savoir le boulanger, 330 plus 200 plus 20 égale 550. Et comme le boulanger, lui, repart des 550, ajoute sa valeur ajoutée de 250, mais prélève pour l'État 25, il va finir par facturer au client final pour 825, ce qui explique très clairement la saga de l'économie que j'ai essayé de restituer, de reformuler aussi. Donc au total, le boulanger facture pour 825, TTC on pourrait dire, et en cascade, les 75 ont bien été prélevés, l'État va bien les récupérer, va bien récupérer 10% de 750. Et c'est bien le client final qui, en définitive, subit l'ensemble, mais chaque opérateur a joué le rôle d'un petit collecteur d'impôts face au consommateur final qui est le contribuable. Alors, deux dernières remarques. Encore une fois, c'est un impôt indirect, que vous soyez riche, pauvre, célibataire, famille nombreuse, malade, chômeur, vous payez, dès que vous achetez le produit, la même TVA que le voisin. En revanche, on a bien vu que finalement, chaque opérateur joue au collecteur d'impôts. On se souvient que l'agriculteur prélève 30, le meunier prélève 20 et le boulanger prélève 25 pour que l'État ait les 75 attendus. Et c'est bien le client final qui, lui, paye les 825 dans lesquels eh ben, l'État récupère 75. Contribuable pour le client final et collecteur d'impôts au compte de l'État pour chaque opérateur. Ces deux mécanismes sont expliqués de manière limpide dans la saga. Je vous retrouve pour ma part pour l'avant-dernier module la prochaine fois qui porte sur les comptes de la sécurité sociale. À très vite.